Toutes et à tous, je suis Fernanda Banda, je suis la coordonnatrice du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, Pôle UCO. Je suis ravie de vous recevoir toutes et tous dans le cadre de cette midi-conférence du Sierra UCO et je remercie beaucoup Choukran de nous donner l'opportunité justement d'avoir une conférencière d'avoir Madame Justine Gagnon comme conférencière aujourd'hui. Madame Justine Gagnon, désolée, est professeure adjointe au département de géographie de l'Université Laval. Elle est également membre de la chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtone. Ses travaux et intérêts de recherche sont au croisement de la géographie culturelle et également des études autochtones l'ont amené à collaborer avec diverses Premières Nations à travers le Canada. Ces travaux actuels portent notamment sur le rôle de la mémoire comme vecteur de continuité culturelle en contexte de grand bouleversement environnemental, puis sur la notion de paysage culturel comme levier d'affirmation et de revitalisation pour les peuples autochtones dont les territoires ancestraux subissent les pressions multiples exercées par les activités industrielles. Nous remercions grandement Madame Justine Gagnon de nous donner cette opportunité d'apprendre des territorialités et des cartographies autochtones, notamment le rapport entre mémoire et territoire. Je vous cède la parole, Madame. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Merci aussi à ma collègue et amie Choukran, bien sûr, de m'avoir invitée dans le cadre de son cours aujourd'hui. Et bon, bienvenue à tous, hein, les étudiants et les étudiantes du cours, mais aussi, j'ai accepté d'ouvrir la conférence à un plus grand public. Donc, c'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager, en fait, un petit bout de mes travaux de recherche avec, bien sûr, les étudiants et les étudiantes, mais avec le public aussi plus largement. Donc, j'espère qu'à la suite de ma présentation, on pourra avoir bien sûr une période de questions, mais surtout de discussion sur ces différents enjeux-là. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne bien? Oui? OK, c'est bon. Je préfère être certaine. Des fois, il y a des petits bugs. Alors, comme Fernande l'a mentionné en me présentant, là, je suis professeure adjointe au département de géographie de l'Université Laval depuis le printemps 2020. Donc, ça reste encore assez récent, surtout qu'avec la pandémie, on a un petit peu l'impression que le temps s'est arrêté par moment. Et je suis aussi membre, comme on l'a dit en présentation, membre de la Chaire du Canada en patrimoine et tourisme autochtone, dont ma collègue Caroline Desbiens, la professeure Caroline Desbiens, est titulaire. Et donc, Caroline et moi, on travaille vraiment en proche collaboration là, dans nos divers projets. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Territorialité et cartographie autochtone du rapport entre mémoire et territoire ». Et va porter essentiellement sur les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse de doctorat en collaboration avec la communauté Innu de Pessamit. Donc, juste pour vous situer un petit peu dans le temps, j'ai terminé ma thèse à l'hiver 2019. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Et donc, les travaux avec la communauté de Pessamit se poursuivent depuis sous différentes formes et on continue de développer là, différents projets de recherche qui s'inscrivent un petit peu à la suite des travaux qu'on a débutés ensemble dans le contexte de mes recherches doctorales. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je présume que la plupart d'entre vous connaissez un petit peu les Premières Nations du Québec, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas la communauté de Pessamit, elle fait partie donc des 9 communautés qui forment la Première Nation Innu au Québec et elle est située environ à mi-chemin entre Forestville et Baie-Comeau, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région de la Haute-Côte-Nord. Donc, la communauté a été créée entre 1851 et 1861.
Elle compte environ 3600 membres, dont 800 qui sont à l'extérieur. Sur la carte de droite, bon, c'est la carte un peu classique là, où on voit l'emplacement des communautés des Premières Nations au Québec, des peuples autochtones. J'ai mis une petite flèche rouge pour vous indiquer où se trouvait la communauté de Pessamit. Mais juste en haut, sur la capture d'écran de Google Earth, vous pouvez voir plutôt en surbrillance donc l'étendue de ce qu'est le territoire ancestral de la Première Nation. Et puis à gauche, c'est une photo de la rue qui longe le fleuve, en fait, puisque la communauté est située en bordure du fleuve Saint-Laurent, mais aussi à l'embouchure de la rivière Bétiamit. Donc, la présentation d'aujourd'hui va aller comme suit. Donc, d'abord, je vais dire quelques mots sur mes intérêts de recherche plus largement, donc les grands thèmes qui structurent mes travaux. Et puis, mes approches aussi en géographie, donc pour aborder là, les questions qui concernent les territoires autochtones. Et ensuite, ce qui est le cœur de ma présentation, ce sont bien sûr mes travaux en collaboration avec la communauté de Pessamit depuis 2013, comme je l'ai dit. Ensuite, je vais dire quelques mots assez rapidement sur les différentes initiatives là, qui sont en développement à la suite de ces travaux-là. Et puis, bien sûr, on a prévu, je pense et j'espère, une période de questions et de discussion, donc, à la suite là, de la présentation sur les enjeux qui touchent les territoires autochtones, leur transformation et aussi leur revitalisation, leur réappropriation dans le contexte actuel. S'il y a quoi que ce soit en cours de route, n'hésitez pas, là, levez la main ou faites-moi signe. Là. Donc, comme on l'a dit dans la présentation, moi, je suis géographe de formation et en tant que géographe, dont les approches se situent donc à la rencontre entre la géographie culturelle, historique et les géographies autochtones. Mes travaux s'intéressent en premier lieu à la manière dont les sociétés, les groupes, les individus en habitant le monde, le territorialisent, c'est-à-dire que les sociétés l'investissent d'un système de valeurs, de symboles, de pratiques qui ont pour référent des espaces géographiques. Et ce sont ces espaces, ces formes spatiales, ces paysages qui sont bien sûr chargés de valeurs et de savoirs spécifiques. Et les relations aussi qui lient entre eux ces paysages qui sont vraiment au cœur de mes travaux et de mes réflexions. Et ce sont donc ces relations identitaires, culturelles, politiques, spirituelles aussi entre les humains et le territoire qui s'expriment à travers l'idée de territorialité là, qui était dans le titre de la présentation. C'est certain que face aux différents processus d'accaparement foncier, donc d'accaparement qui peut passer par l'industrie, par la villégiature, par l'urbanisation, donc face à ces différents processus d'accaparement foncier, les populations autochtones doivent ou déploient, en tout cas depuis maintenant plusieurs décennies, siècles même, différentes stratégies pour assurer le maintien là, de géographies qui sont en quelque sorte constamment menacées là, par ces mécanismes, par ces processus. Et donc, en tentant d'assurer le maintien de leur relation au territoire, ils travaillent aussi au maintien de leur identité culturelle. Et à travers mes travaux, je me suis justement intéressée à certaines de ces stratégies d'affirmation et de résistance, donc par et sur le territoire, notamment donc le travail de mémoire pour assurer la continuité, la pérennité de territoires qui subissent, comme je viens de le dire, là, les impacts de l'accaparement et la cartographie participative aussi, comme on va en discuter un petit peu plus tard, toujours dans le même dessin, donc pour assurer le maintien, la pérennité de territoire et des relations au territoire dans un contexte de transformation.
mais aussi la mise en valeur de sites culturels d'importance, comme une autre stratégie aussi pour assurer là, le maintien là, de l'appartenance au territoire, de l'identité culturelle et territoriale. Donc, ce sont certaines de ces stratégies qui m'ont intéressée là, plus particulièrement dans le cadre de mes travaux. Donc, on va plonger un petit peu plus dans ce qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire le projet qui a été développé depuis 2013 avec la communauté Innu de Pessamit. Donc, j'ai entendu. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Non? OK. C'est beau. Donc, le projet avec la communauté est né à la suite d'une visite des installations du barrage Manic 5 en 2013 qui avait été organisée par ma directrice, Caroline Desbiens, qui est aujourd'hui ma collègue, et aussi par la professeure chercheure Irène Hirt de l'Université de Genève, qui, à cette époque-là, était postdoctorante au département de géographie. Et la visite des installations du barrage Manic 5 a joué un rôle décisif dans l'élaboration du projet en partenariat avec la communauté. Donc, on avait visité les infrastructures, l'exposition aussi, parce que le barrage Manic 5 accueille quand même des milliers de visiteurs chaque année. Donc, il y a toute une mise en tourisme là, des installations hydroélectriques de ce barrage-là en particulier. Et l'exposition, donc, retraçait dans le fin détail, bien sûr, l'histoire de la construction des barrages au Québec. Il était question de la vie difficile sur les chantiers, de la mécanique derrière la production de l'électricité, bien sûr, et du travail donc ingénieux ayant permis l'érection de ce qu'on appelle les cathédrales bétonnées. C'est vraiment un terme qui est employé dans la manière dont ces infrastructures-là sont présentées par Hydro-Québec. Donc, il y avait vraiment une totale évacuation là, de l'histoire et de la géographie Innu en lien avec les rivières en général, mais en lien avec, dans ce cas-là, la rivière Manicouagan plus particulièrement. Donc, rien au sujet de leur propre organisation territoriale, sociale, culturelle, économique, qui était bien sûr millénaire. Rien non plus sur les dommages qui ont occasionné, bien sûr, les barrages là, sur l'accès au territoire de chasse et sur le mode de vie là, plus largement. Donc, la rivière était vraiment présentée à travers ce discours-là comme un espace naturel et sauvage qui était vraiment dépourvu de culture, comme une ressource aussi qu'il fallait impérativement exploiter comme nation, nous, les Québécois, les Québécoises. Donc, il n'y avait rien sur le rôle du cours d'eau comme un milieu de vie, comme voie principale aussi d'un imposant réseau de transport, hein, parce que la rivière Manicouagan ou Manicouaganishtuk en Inuimun, au même titre que d'autres rivières comme la rivière Plétibistuk et Pessamit-Chipou, qui sont les rivières Bétianit et Ouzoutard, constituaient traditionnellement les principales voies de circulation qui permettaient aux familles, durant là, le cycle de migration saisonnière, de rejoindre leur territoire de chasse pour la période hivernale. Donc, non seulement les rivières sont des milieux de vie, bien sûr, mais c'était aussi des axes très importants là, pour circuler sur le territoire. Donc, il n'y avait rien non plus sur cet aspect particulier. Et ici, en rouge, j'ai écrit avant ici, il n'y avait rien, seulement la rivière s'écoulant vers le fleuve. C'est que la visite guidée qu'on avait faite en 2013 débutait avec cette phrase qui témoigne bien sûr d'une autre stratégie d'effacement qui s'ajoute bien sûr à celle qui est plus radicale, celle de l'ennoiement. Donc, c'est ce double effacement à la fois physique et discursif là, des géographies et de l'histoire Innu en lien avec la rivière qui a été vraiment l'élément déclencheur du projet. Donc, après la visite, Caroline Desbiens, qui était ma directrice, et moi sommes allés rencontrer les gens de la communauté de Pessamit et les gens du Conseil des Inuits plus particulièrement pour leur partager notre expérience, pour sonder aussi leurs besoins et leurs impressions. Donc, on a discuté de différentes choses, mais notamment de la manière dont les inégalités, les injustices qui avaient été vécues par les Inuits dans ce contexte-là étaient en quelque sorte cristallisées là, via la manière dont l'histoire était mise en scène par les infrastructures hydroélectriques. Et
Au fil de ces échanges-là, il est apparu qu'il était pertinent ou qu'il faudrait documenter davantage la mémoire des Inuits en lien avec la transformation des rivières, donc les rivières Betsamit, Outard et Manicouagan, particulièrement, là, qui sont les 3 principaux axes là, de circulation, comme je le disais. Donc, documenter davantage cette mémoire-là auprès des personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui et qui peuvent se rappeler là, de cette époque charnière dans l'histoire de la transformation du territoire ancestral des Inuits. Et donc, ce que les gens de Pessamit disaient, c'est que cette mémoire était encore bien présente aujourd'hui, mais qu'elle avait été tout de même fragilisée, évidemment, par ces transformations-là, et puis qu'il fallait s'assurer là, vraiment de la documenter, la colliger, là, avant que les dernières personnes qui ont vécu la remontée des rivières et la transformation de ces paysages-là disparaissent à leur tour. Donc, ça a été vraiment le début du projet. Donc, on s'est interrogé sur différentes choses, notamment, on s'est demandé en quoi l'expérience des inondations et la résistance face aux relocalisations qui ont été occasionnées par celles-ci informaient encore aujourd'hui la mémoire culturelle et collective des Inuits Pessamit. On s'est demandé aussi comment les connaissances relatives au territoire ennoyé avait su persister malgré la transformation de ces archives mémorielles que constituent les paysages inuits. Et on s'est questionné enfin sur la manière dont cette mémoire pourrait être réinscrite dans le paysage, à travers le paysage transformé. Et l'idée derrière la démarche, c'était aussi de trouver une façon de rendre hommage aux personnes qui avaient vécu ce que j'appelle les grandes inondations nord-côtière. Et mon choix de mots n'est pas anodin parce que je pense qu'encore trop rarement aujourd'hui dans le discours public, quand on pense à la construction des barrages, c'est rarement sous l'angle des inondations qui ont été occasionnées par le biais de celles-ci. Puis quand on pense en termes d'inondation ou de risque de submersion, souvent, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les aléas naturels ou les risques associés au changement climatique. Mais quand on parle de construction de barrages et de création de réservoirs, on tend encore trop souvent à oublier là, les processus de submersion, d'inondation qui en découlent. Et comme dans le cas de Pessamit, les territoires qui ont été ennoyés ne constituaient ni des villes ni des villages. On oublie aussi souvent les relocalisations forcées à la suite de ces constructions-là. Et il y a une forme de ce qu'on pourrait appeler de naturalisation des paysages industriels ou hydroélectriques qui se fait au service des perspectives coloniales, c'est-à-dire qu'on oublie, on tient pour acquis en quelque sorte ces paysages-là sans questionner nécessairement leur raison d'être, leur nature ou leurs origines, ce qui revient donc à la phrase de départ, là, avant ici, il n'y avait rien. Mais s'il y a une chose que l'État et l'industrie ne sont pas parvenus à effacer, c'est bien sûr les souvenirs que les gens ont conservés de leur territoire, de même que la mémoire collective, individuelle, relative à leur ennoiement. Donc, c'est vraiment ce qui était au cœur de cette démarche-là et des récits qu'on a recueillis auprès des personnes qui avaient pu faire l'expérience des remontées des rivières avant qu'elles ne soient transformées. Et à travers cette démarche-là, on a aussi mis en parallèle ces récits-là plus récents, donc contemporains, avec d'autres témoignages qui avaient été recueillis à d'autres époques, notamment dans le cadre là, de la grande étude du Conseil Atikamekw-montagnais, mais aussi par Arthur Lamotte, le cinéaste là, que certains d'entre vous connaissez, peut-être, qui avait réalisé un film documentaire en 1973 qui se déroulait justement, là, c'est dommage, l'image est quand même assez brouillée parce que c'est une capture d'écran du film pendant que le film tournait, film que j'ai écouté quelques fois quand même. C'est un groupe de chasseurs Inuits là, qui sont vraiment, ce que vous voyez derrière, ce sont les arches du barrage Manic 5. Et donc, le cinéaste Arthur Lamotte avait recueilli les témoignages de chasseurs qui avaient vécu l'impact de la construction des barrages sur la rivière Manicouagan. Et dans le film, ils témoignent de leur expérience. Donc, l'idée, c'était aussi de mettre en parallèle,
mettre en parallèle les récits colligés là, aujourd'hui avec ceux plus anciens là, qui avaient été partagés par des générations antérieures. Je ne lirai pas la totalité là, de la citation. De toute façon, je pense que mon PowerPoint sera mis à la disposition des gens. Mais j'ai mis un extrait, une phrase en surbrillance qui m'apparaissait évocatrice. Donc, il parle du Grand Lac, c'est-à-dire le réservoir Manicouagan. Je pense que c'est Barnabé Vachon à ce moment-là qui se prononce et il dit moi, quand je regarde le barrage, je vois un beau lac. C'est immense. Mais je me dis, il n'y a rien qu'une chose de vrai là-dessous, c'est qu'en dessous de ça, vous avez du matériel de chasse qui appartenait aux montagnais. Vous avez possiblement même des animaux qui sont en dessous. C'est beau, c'est beau. On va se créer une autre mythologie dans 100 ans. On va dire, il y a 100 ans, 150 ans, existaient en dessous de ça des terrains de chasse qui appartenaient aux montagnais. Bref, donc je voulais juste partager pour vous donner une idée aussi des différentes temporalités qui ont été prises en compte là, dans notre démarche. Ici, je voulais aussi mettre une carte pour que vous puissiez visualiser davantage une carte des infrastructures hydroélectriques qui sont présentes en territoire Innu, là, plus largement, pas seulement le territoire des Inuits de Pessamit, il y a aussi le territoire des Inuits de Mashtoyats au lac Saint-Jean. Mais on voit entre autres là, les installations sur les rivières Manicouagan, aux Outard et Pessamit. Et juste pour vous donner une idée, donc les barrages sur la rivière Bétiamit ont été construits en premier là, dans les années 50 et ensuite c'est tout le complexe Manicoutarde qui a été développé là, à partir de la fin des années 1950, début des années 1960. Et donc, le développement du complexe Manicoutarde, qui est sans doute le plus connu là, dans la région, a ceci de particulier qui a coïncidé avec le mouvement d'affirmation culturelle et politique des Québécois et des Québécoises, donc la Révolution tranquille. Et c'est de cette façon qu'il est devenu vraiment un symbole de l'identité, de l'affirmation culturelle identitaire de la nation québécoise. Et dans ses travaux, ma collègue Caroline Desbiens, qui était donc ma directrice, explique et démontre que Manic 5 en particulier, là, qui se trouve au cœur de ce complexe Manicoutarde, est probablement le plus iconique des grands barrages du Québec parce qu'il parvient à lui seul à capter l'esprit de la Révolution tranquille et donc la fierté nationaliste qui animait les Québécois et les Québécoises au moment de sa construction. Et bien sûr, à cet égard-là, le slogan promotionnel d'Hydro-Québec, « Bienvenue chez vous », s'adressant bien sûr aux Québécois et aux Québécoises, rend bien la relation là, de la nation avec l'hydroélectricité, qui est littéralement perçue là, comme un patrimoine national. Et je voulais aussi rappeler, avant d'aller plus loin, j'imagine que la plupart d'entre vous le savez, mais contrairement à la nation Cri, les Inuits, à la suite du développement hydroélectrique, n'ont jamais obtenu une entente là, ou n'ont jamais non plus signé de traité là, comme l'ont fait les Cris avec la Convention de la baie James et du Nord québécois. Donc, les négociations sont toujours en cours aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'entente de cette nature-là pour ce qui est des Inuits, même si la construction des barrages a même précédé celle en territoire Cri. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, c'est ça, on avait convenu aussi avec Choukran d'aborder la dimension cartographique de la démarche. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à discuter là, autour de ces enjeux-là. Hein. Il y a beaucoup de littérature et de projets actuellement en termes de cartographie autochtone à travers le Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, je voulais aborder cet aspect-là plus particulièrement de la méthodologie qui a été déployée par le biais du projet. Donc, comme je l'ai dit, on a rencontré différentes personnes, essentiellement des aînés, bien sûr, compte tenu de l'époque à laquelle avaient été construits les barrages. Donc, comme on voulait discuter avec des gens qui avaient connu les rivières avant, mais qui avaient des souvenirs reliés à leur transformation, bien sûr, c'était essentiellement des aînés. Donc, on a fait plusieurs entrevues, souvent plusieurs entrevues avec les mêmes personnes aussi. Et c'est à travers tout ce processus d'entrevue-discussion
que la dimension cartographique s'est déployée. Ce n'était pas nécessairement prévu comme tel au départ, mais c'est à travers le terrain là, qu'on a jugé que ça devenait vraiment pertinent d'aller de l'avant avec une démarche comme celle-ci. Donc, le processus cartographique est apparu en quelque sorte en réponse au besoin de situer géographiquement, donc dans l'espace de la carte, les souvenirs qui étaient partagés par les participantes et les participants, mais aussi de traduire au mieux les savoirs qui étaient donc colligés, les particularités géographiques des éléments et des expériences qui étaient remémorées, que ce soit les distances, les repères dans le paysage, les relations entre différentes entités ou la toponymie. Au début, donc dès les premières rencontres qu'on a organisées avec mes collègues du Bureau Territoire et Ressources dans la communauté de Pessamit, certaines participantes ont d'emblée apporté des cartes au moment de faire les entrevues sans que ce soit demandé ou sans qu'on l'évoque comme quelque chose à faire. Donc, les gens apportaient leurs cartes pour accompagner les récits qu'ils et elles voulaient partager. Et à la suite de ça, le Conseil des Inuits nous a fourni un ensemble de cartes thématiques là, en format papier. D'abord, une carte avec les toponymes, mais aussi une carte comme celle que vous voyez à gauche, avec les anciens itinéraires qui étaient utilisés là, par les familles pour rejoindre les territoires de chasse le long des rivières. Donc, on avait accès à différentes cartes imprimées pour accompagner les entrevues, ce qui a été vraiment super pertinent et super utile. On utilisait aussi, comme vous le voyez à droite, le Google Earth pour faciliter aussi des fois le changement d'échelle dans la représentation du territoire. Et à d'autres occasions aussi, il y a certains participants qui ont fait ce qu'on appelle des cartes mentales, donc à partir d'une feuille blanche, qui ont retracé là, leur connaissance du territoire ou les itinéraires qu'ils connaissaient bien ou qu'ils avaient déjà empruntés. Donc, à travers cette démarche-là, la cartographie était pensée plus comme un processus et moins comme un produit fini. Donc, l'idée, ce n'était pas nécessairement d'apposer des limites ou de localiser de manière exhaustive tous les souvenirs qui étaient convoqués, qui étaient partagés. Mais l'utilisation de la cartographie venait plutôt en soutien au travail de remémoration, donc à travers l'observation des rivières, le partage de connaissances de ce qu'on voyait sur la carte. Donc, comment est-ce que ça pouvait venir en appui ou en soutien au travail de mémoire. Et j'apporte cette précision-là parce que il y a toute une littérature là, assez critique entourant les cartographies, l'utilisation des plateformes cartographiques qu'on dit occidentales pour représenter les territoires, les territorialités autochtones. Mais l'idée ici, c'était surtout d'établir un dialogue entre les représentations cartographiques et la mémoire des participants et des participantes. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir faire dire autre chose à certaines cartes déjà existantes et qui, a priori, n'avaient pas la prétention de se faire donc, le véhicule de ces autres voix. Et en ce sens-là, donc, comme on voulait multiplier les perspectives et les voix pour raconter cette histoire, donc cette période charnière dans l'histoire du territoire des Inuits de Pessamit, il fallait que ça passe aussi par un renouvellement des représentations, un renouvellement des cartes qui se font la représentation de cette histoire-là. Donc, l'idée, c'était vraiment d'utiliser une démarche cartographique en soutien plus au processus de remémoration. Donc, comme je le disais, on a utilisé surtout des cartes papier au départ, lors des premiers entretiens qu'on a faits avec des gens dans la communauté. Mais on était toujours confrontés à un problème assez majeur, c'est-à-dire que la plupart des cartes qu'on avait en main représentaient les rivières après la construction des barrages. Donc, la plupart des récits ou des lieux qui étaient évoqués par les participants et les participantes n'étaient plus visibles sur les cartes ou étaient difficilement perceptibles, comme les environnements avaient changé. Et donc, de mon côté, j'ai fait des recherches pour trouver d'autres représentations du territoire. Donc, bien sûr, il existe des cartes plus anciennes,
mais l'échelle ne permet pas toujours de voir le territoire là, avec beaucoup de précision. J'ai aussi regardé du côté des œuvres de l'ingénieur forestier Paul Provencher et je ne sais pas si vous avez remarqué ma première diapositive où il y avait le titre de la présentation. En arrière-plan, et je pourrais la remettre à la fin, hein. En arrière-plan, c'était une œuvre de Paul Provencher, donc qui était à l'origine, c'est celui qu'on a appelé le dernier coureur des bois, qui est un ingénieur forestier, mais qui avait aussi une pratique artistique. Et on lui avait confié le mandat, à l'époque, je fais une petite parenthèse, là, mais on lui avait confié le mandat à l'époque de la construction des barrages sur la rivière Manicouagan et sur la rivière aux Outardes, de peindre une dizaine de paysages qui allaient disparaître avec la construction des barrages. Et aujourd'hui, donc, cette collection-là très particulière est disséminée. Il en reste encore il y a quelques œuvres qui sont à la Société historique de Bécomo. Mais toujours est-il que j'ai regardé aussi du côté du corpus artistique de Paul Provencher pour retrouver des représentations des rivières qui auraient pu dater là, d'avant la construction des barrages, mais tout ça demeurait assez limitatif là, comme corpus. Et à travers nos réflexions avec mes partenaires de Pessamit, on en est venu à l'idée de regarder du côté des images aériennes anciennes, donc qui auraient été prises avant la construction des barrages. Et on a réussi, grâce à la collaboration du Centre Géostat de l'Université Laval, à récupérer des centaines d'images aériennes auprès de la Photothèque nationale de l'air, entre autres. Et Hydro-Québec m'en avait fourni un tout petit peu au début de la recherche aussi, mais nos échanges n'ont pas été tellement fructueux. Mais bref, on a réussi à commander là, des centaines d'images aériennes, des dizaines du moins d'images aériennes pour reconstituer l'ancien lit là, des rivières. Et donc, ce fut un travail assez laborieux, je dois dire. Donc, chacune des petites mosaïques là, devait être géoréférencée avec le logiciel ArcGIS. Donc, replacée au bon endroit dans la carte pour reconstituer l'ancien paysage. Donc, on a fait ça pour les 3 rivières là, que j'ai mentionnées au début. Et ces mosaïques-là ont finalement été téléchargées dans la plateforme Google Earth, comme vous voyez sur la deuxième photo, puis drapées en fait sur le paysage actuel des rivières. Donc, vous voyez l'effet que ça fait sur la photo numéro 2. Et puis sur la troisième photo, c'est un montage donc avec l'ancien lit de la rivière et la partie inondée là, qui a été fait par ma collègue Géraldine Dorando, de qui je vais parler un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, on a fait tout ça, puis à partir de ce nouveau corpus visuel, on a refait une série d'entretiens avec les mêmes personnes, toujours avec l'aide de mes collègues et collaborateurs du Bureau Territoire et Ressources, bien sûr, qui étaient en parallèle mes traducteurs aussi pour les entrevues. Et bien sûr, au début, les participantes étaient un petit peu déstabilisés, je pense, par ces nouvelles cartes qui sont un petit peu moins visuelles que les cartes papier là, auxquelles ils et elles étaient habitués avec lesquelles ils étaient habitués de travailler. Mais il y a plusieurs éléments intéressants là, qui ont émergé de cette utilisation des images aériennes anciennes. Donc, déjà, en les important dans Google Earth, ça nous permettait de changer l'échelle, de changer la perspective aussi, de se mettre où on verrait davantage là, les formes dans le paysage. Et comme on retrouvait ainsi l'ancien lit des rivières, il y a des éléments qu'on ne voit plus aujourd'hui qui réapparaissaient, comme des îles, par exemple. Donc, à la vue de certains endroits que les gens connaissaient, qui avaient disparu, il y a des souvenirs aussi qui émergeaient, des noms de lieux, la connexion entre différentes entités. Donc, il y a vraiment un dialogue qui s'est établi à un certain moment entre ces représentations-là du territoire, puis la mémoire des participants et des participantes. À travers donc, tous ces récits-là aussi, il y a des lieux particulièrement significatifs que j'appelle des hauts lieux ou des nœuds dans le vaste réseau de déplacements sur les rivières là, qui sont apparus comme étant vraiment au cœur là,
de la mémoire que les gens conservaient du territoire. Donc, ces nœuds-là ou ces hauts lieux de la culture Innu ont été aussi colligés là, comme dans, dans, euh, dans une banque d'informations qu'on a formée. Et puis, on utilisait aussi, grâce à ce qui est facilitant avec Google Earth, comme vous le savez, c'est bien sûr qu'on peut aller inscrire tout de suite directement des petits bouts de récits, là, des fois quand on identifie un lieu en particulier. Donc, ça nous permettait aussi d'inscrire directement l'information qui était partagée là, par les participants, les participantes sur la représentation du territoire. Et un autre élément qui était intéressant avec cette approche-là, c'était que mes collaborateurs du Bureau Territoire et Ressources sont issus, bien sûr, de générations d'après. Donc, pour eux, la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu les rivières avant, comme on le voit sur ces images-là. Et comme c'était eux essentiellement qui entraient en dialogue avec les aînés à travers les entrevues, je pense que c'est ce qu'ils m'ont dit à tout le moins, là, qu'ils avaient appris eux-mêmes beaucoup sur leur propre territoire. Donc, il y a tout un dialogue intergénérationnel aussi qui a pu se déployer. Et je dirais qu'il y avait aussi un dialogue interculturel qui s'est déployé, puisque moi, à travers l'utilisation de ces cartes-là, ça nous permettait d'avoir une sorte de langage commun ou grammaire visuelle commune autour de laquelle on pouvait vraiment essayer de se comprendre ou c'est ça, d'entrer en conversation en quelque sorte. Donc, ça a aussi été très, très riche à cet égard-là. Et en bas, c'est vrai, j'ai mis une petite citation là, d'un de mes partenaires du bureau Territoire et Ressources qui, en regardant ces images-là, a dit « C'est incroyable, il y a des milliers de pas qui ont été faits là-dessus. Oui, ça fait quelque chose, c'est sûr, parce que mes parents ont passé là, nos ancêtres, combien de fois ils ont passé là? C'est des routes, des chemins pour nous autres, ça fait quelque chose. » Je voulais aussi, je pense que c'est toujours intéressant, comme je viens de le faire, là, de partager aussi des petits extraits des récits là, qui ont été partagés pour vous donner une idée du type de discours ou d'expérience qui était relatée par les participants. Et un élément qui est ressorti que je trouvais intéressant aussi à travers le croisement des récits qui ont été rapportés à différentes époques, ce sont en quelque sorte des grandes tendances dans la manière dont ce moment-là charnière dans l'histoire du territoire des Inuits-Pessamit, dans la manière dont cette époque-là est racontée aujourd'hui et remémorée dans les différents récits qui ont été partagés. Il y a vraiment des éléments qui revenaient sur une base récurrente. Donc, les gens partageaient souvent cette même façon de dire les choses ou de rapporter les événements relatifs à cette période-là. Donc, des souvenirs que je dis partagés et qui, je pense, constituent la mémoire collective des Inuits en lien avec cette période-là plus particulièrement. Et bien sûr, dans ma tête, c'est beaucoup plus élaboré que ça, mais c'était juste pour vous donner quand même une idée de comment, c'est ça, de comment qu'est-ce que racontent vraiment ces récits-là et quels souvenirs en ont gardé les gens qui sont là encore aujourd'hui pour en parler ou pour relater ces expériences-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement ça se concorde avec des récits partagés à d'autres époques, mais aussi à d'autres endroits où des communautés autochtones ont subi les impacts du développement hydroélectrique, notamment dans l'Ouest canadien. Une des choses qui revenait vraiment souvent dans la manière dont cette histoire-là était racontée, c'est d'abord le sentiment d'urgence, de surprise et l'incapacité des gens qui étaient sur le territoire à rapatrier leur matériel à temps. Et cette phrase-là de « nous n'avons pas été avertis » revenait vraiment de manière récurrente dans la manière dont les gens racontaient cette période-là. Donc, j'ai mis un extrait et là, il est question de la rivière Betsamit particulièrement. Donc, j'avais à peu près 5-6 ans. L'hydro, quand il a commencé son barrage à Labréville, tout a inondé. Ça, c'est dans la rivière.
Ça a commencé à inonder tout ça dans le temps. On avait des camps ici, tout a passé. Les tentes sont toutes au fond de l'eau. Peut-être ils l'ont averti, là, il parlait de son père, quand c'est arrivé la journée. Dans le sens, ils l'ont averti la journée même. C'est le souvenir, c'est du moins ce que la personne pense. Ils n'ont jamais dit qu'elle allait monter de l'eau. Ça montait vite, en dedans de 10 jours. On était là avant les barrages dans les années 50, 52. Un de mes cousins est mort là, il s'est noyé. Il traversait avec son canot. Au tout début du projet, les camps étaient installés là. Eux autres, ça n'a pas été long. Ils ont été avisés peut-être en dernier que ça allait inonder. Ils sont partis. C'était des camps en bois rond. On a été élevés là-dessus. Un autre élément qui revenait vraiment souvent dans les récits qui ont été partagés, c'est vraiment ce sentiment d'étrangérité dans un environnement qui était connu de manière très intime autrefois. Donc, cette idée de « j'ai pas reconnu mon territoire » après la construction des barrages. Donc, on a dû déménager, mais ça, c'est plus haut. Nous autres, avant, on était tout le temps en bas, mais quand ça a été inondé, on est allé en haut. On avait de la misère à trouver parce que c'était différent. On n'allait pas là avant, en haut, dans les montagnes. Quand j'ai vu ça la première fois après l'inondation, je n'ai pas reconnu mon territoire. Parce qu'avant, ici, il y avait un ruisseau, une rivière qui passait ici. Et ça, c'est une autre personne. Avant que ce soit inondé, c'était un beau lac. Ma mère, elle n'a jamais voulu retourner voir après que ça a été inondé parce que ça avait trop changé. Il voulait aller voir mon père avec ma mère. Il voulait prendre un camion et monter là-bas pour voir, mais ma mère ne voulait pas. C'est pas mon territoire, c'est ça qu'elle pensait, ma mère. Et une dernière chose qui revenait aussi souvent, c'était les impacts sur les animaux. Donc, pas seulement sur les humains, mais sur les non-humains, dans ce cas-ci, les animaux qui étaient présents sur le territoire et qui ont aussi vécu l'expérience de l'ennoiement. Donc, les extraits vont comme suit. Les habitants de la forêt n'étaient pas avertis qu'il allait y avoir une inondation. Ils en ont tué plusieurs, des animaux, en parlant des animaux à trappe. Ils n'ont jamais été avertis, eux autres, qu'elle allait être inondée. Après les barrages, les castors sont allés s'installer au bord, mais avec les barrages, pendant une année, le niveau de l'eau a baissé de 50 pieds. En hiver, les cabanes à castors étaient en l'air. Les castors cherchaient leur nourriture, mais leur nourriture était dans la glace. Les castors avaient les pieds gelés. Ils sont morts à cause de ça. Ici, je voulais juste présenter une autre, pour revenir sur la cartographie. Je disais que la cartographie avait été pensée plus comme un processus que comme un produit fini, mais on a quand même essayé de créer là, des cartes culturelles qui étaient plus à même là, de pouvoir représenter les récits, l'expérience de la transformation telle qu'elle avait été partagée. Et ça, c'est une carte là, que j'ai réalisée avec l'aide aussi encore là de ma collègue et amie Géraldine Laurando qui m'a aidé à faire les montages là, où on voit vraiment le avant, après les inondations. Et puis, tout à l'heure, je parlais aussi de hauts lieux ou de nœuds d'une importance particulière dans ce que les gens avaient partagé. Bien, ce sont ces lieux-là. Là, dans ce cas-ci, c'est sur la rivière Manicouagan. Mais ce sont ces lieux-là qui ont été identifiés. Et puis, on a aussi ajouté là, différents extraits d'entrevues qui témoignent soit de l'importance de ces lieux-là, de leur utilisation, de leur signification ou encore de leur transformation, de leur disparition. Donc, ça se veut en quelque sorte là, une carte synthétique d'une partie là, des travaux qu'on a réalisés. Comme je l'ai mentionné aussi un petit peu plus tôt, je pense, ou pas, je ne sais plus si j'ai dit ça, le projet visait aussi à rendre les éléments qui étaient documentés et remémorés plus visibles directement sur le territoire. Et cette démarche-là s'inscrivait dans la foulée là, de la politique d'affirmation culturelle de la communauté de Pessamit, qui passe entre autres par une visibilité accrue de la présence des membres là, de la communauté sur le territoire ancestral. Et comme un de mes collaborateurs l'a formulé lors d'un de nos échanges,
nous avons besoin de montrer que nous sommes encore là, que nous n'avons jamais cessé d'occuper notre territoire, et cela vaut aussi pour les territoires qui ont été inondés. Donc, à la suite de cette réflexion-là, toujours avec ma collègue Géraldine Laurando, là, ses oreilles doivent sciller, là, ça fait plusieurs fois que je prononce son nom, mais à la suite de cette information, de cette réflexion-là, on a conçu une plateforme commémorative, donc qui va être construite près des installations du barrage Manic 5, prochainement, je l'espère. Donc, l'idée derrière cette démarche-là, donc on a conçu, vous allez le voir sur la prochaine diapositive, un belvédère commémoratif interprétatif qui a pour but d'attirer l'attention sur un ancien chemin de portage du nom de Wamashtagan, qui signifie faire un contournement. Donc, un chemin de portage qui permettait autrefois de contourner les rapides, là, les chutes où est construit actuellement le barrage Manic 5. Et c'est un portage qui a été déjà identifié en 2004 là, par le Conseil des Inuits comme un site patrimonial à protéger, préserver sur le territoire, même s'il a été là, abîmé par la construction des infrastructures hydroélectriques. Donc, c'était un des portages les plus longs et les plus importants le long de la rivière Manicouagan. Et il y avait au moins 3 sites de campement satellites qui ponctuaient la trajectoire du portage, mais aussi un cimetière qui s'y trouve encore aujourd'hui. Le portage a cessé d'être utilisé environ dans les années 60. Et il y avait une enquête archéologique qui avait été réalisée en 1974 sur différents sites à proximité, en prévision à ce moment-là des inondations qui allaient être occasionnées par le remplissage en amont du barrage Manic 3, qui est un petit peu plus bas. Mais pour avoir lu le rapport, il n'y a pas tellement d'éléments. Le rapport n'est pas tellement détaillé, notamment parce que le terrain où le travail archéologique se faisait avait déjà été abîmé par la machinerie lourde qui était là pour enlever, entre autres, couper les arbres dans les zones qui allaient être inondées prochainement. Donc, les sites à potentiel archéologique étaient déjà en partie abîmés, détruits au moment où le processus d'enquête archéologique était amorcé. Donc, on pourrait en dire long juste sur cet aspect-là, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais quoi qu'il en soit, pour les gens de la communauté, pour la communauté de Pessamit, ce portage-là est vraiment d'une importance particulière sur le plan culturel et selon eux, c'est un sentier qui a été utilisé depuis fort longtemps. Et quand on a présenté le projet de plateforme dans la communauté, il y a certains membres qui ont dit que ce genre de démarche-là pourrait leur permettre de se sentir de nouveau chez eux dans un paysage qui était malheureusement devenu méconnaissable. Et que ça permettrait aussi de percevoir, pour le grand public là, en général, de percevoir les rivières harnachées comme des paysages vivants qui continuent d'être appropriés et revitalisés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les Inuits Pessamit n'ont pas obtenu d'entente à proprement dit avec Hydro-Québec ou avec l'État québécois, là, ou de traiter dans la foulée, là, notamment de la construction des barrages. Et puis, ils se sont même éventuellement retirés là, du processus de revendication territoriale qu'ils avaient, dans lequel ils étaient impliqués avec d'autres communautés Inuits. Donc, on pourrait dire que la démarche des revendications territoriale a en quelque sorte avorté ou échoué pour le moment et que cette stratégie de visibilité pourrait se présenter comme une forme de revendication patrimoniale. Et c'est un terme que j'emprunte en fait à un article que ma collègue Caroline et moi sommes en train de publier, en fait, qui va être publié très prochainement, où on explore en fait cette idée, ce concept-là de revendication patrimoniale en parlant spécifiquement du projet Wamashtagan et de la démarche poursuivie par la communauté de Pessamit. Et donc, comme d'autres communautés, donc les Inuits Pessamit se tournent aussi vers des stratégies complémentaires et alternatives pour promouvoir leur occupation ancestrale et contemporaine du territoire.
Et donc, sans plus tarder, donc je vais vous montrer les dessins qu'avait réalisés ma collègue Géraldine là, dans le cadre de ce projet-là. Et l'idée, en fait, c'était que les 2 panneaux verticaux qu'on voit sur les dessins c'est ce qui était prévu, mais ce qui est encore prévu à ce jour, c'est que ces panneaux-là étaient transparents de sorte qu'on puisse retracer directement là, le point de départ de l'ancien portage dans le paysage. Donc, cet endroit-là se situe vraiment à proximité des installations de Manic 5. Et puis, en fait, l'image qu'on voit sur cette diapositive-là, c'est le point de vue qu'on voit, qu'on verrait là, à partir de la plateforme. Donc, vous pouvez le voir ici sur le dessin. Donc, somme toute, finalement, ce que cette démarche-là a démontré jusqu'à aujourd'hui, c'est d'abord que les rivières qui sont transformées demeurent hautement signifiantes pour les Pessamit-Utes et continuent malgré tout d'assurer le maintien de leur mémoire culturelle, et ce, malgré donc les traumas et les effets dévastateurs des grands barrages sur les pratiques territoriales, sur le territoire plus largement. Autre chose, c'est que le fait de réinscrire cette mémoire-là au cœur des lieux des paysages du Nitassinan par différentes stratégies peut constituer en soi une démonstration d'occupation continue du territoire. Et là, j'emploie un terme qui est au cœur là, de toute la politique sur les revendications territoriales, là, cette idée d'occupation, de démonstration d'une occupation continue. Bien, ce que la démarche a démontré, c'est que le travail de mémoire et puis la mise en valeur des sites culturels, même en contexte de transformation, d'accaparement, constitue évidemment là, une forme d'occupation continue. Et l'autre chose, c'est que les itinéraires culturels que sont les rivières constituent aujourd'hui un élément central de la revitalisation culturelle et identitaire des Inuits et qu'elles doivent être envisagées comme des paysages patrimoniaux, tant pour leurs composantes matérielles qu'immatérielles, et ce, même si leur topographie a été remodelée par les infrastructures hydroélectriques, mais aussi par la foresterie, bien sûr, qui a aussi, là, j'ai parlé que du développement hydroélectrique, mais bien sûr, ce développement-là s'inscrit aussi à la suite de d'autres formes de transformation du territoire. Et donc, en réitérant la continuité, la persistance du paysage culturel inou par-delà les menaces qui pèsent sur son intégrité matérielle, la démarche permet finalement d'outrepasser l'idée de perte et bien sûr le mythe aussi de la disparition des Autochtones à la suite de transformation de cette envergure. Donc, cette idée qu'ils ne sont plus là aujourd'hui sur le territoire, mais donc la réinscription de ce paysage culturel-là permet aussi d'outrepasser cette vision-là. Donc, on pourrait considérer en ce sens le paysage en noyer comme un paysage qui est résurgent et qui est résistant. Et j'avais dit que je donnerais un bref aperçu des autres projets qui sont en développement à la suite de cette démarche-là. Bien sûr, il y a le projet Ouamashtagan qui, je l'espère, va se concrétiser très prochainement. Et on poursuit aussi toutes nos réflexions sur le paysage culturel comme interface, mais aussi comme levier de reconnaissance et de réappropriation culturelle. Excusez, là, ça fait beaucoup de paroles sans boire de l'eau. On continue aussi à réfléchir, c'est ça, à travailler sur la documentation, la revitalisation de d'autres paysages culturels, d'autres portages, mais pas seulement des portages, donc d'autres paysages culturels, toujours dans cette idée d'essayer de contrer les effets délétères là, des processus successifs, cumulatifs d'accaparement foncier, et toujours en gardant à l'esprit la question de l'enchevêtrement de ces paysages-là au sein, bien sûr, du univers politique, juridique et ontologique allochtone. Donc, qu'est-ce que ça pose comme défi pour leur protection, leur transmission, leur mise en valeur, et comment est-ce qu'on peut jongler avec ces enjeux-là dans le contexte actuel. Et bien sûr, comme je le disais, comme je suis membre de la chaire en patrimoine et tourisme autochtone,
Il y a toute une réflexion aussi qu'on essaie de développer là, pour passer de ces initiatives patrimoniales aussi à des initiatives d'ordre touristique, hein, parce que ces deux stratégies-là peuvent aisément se répondre et se co-développer. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Donc, merci, Chinach Kumitinau. Et ben, j'espère que je recevrai quelques questions peut-être ou où on ouvre la discussion et puis je suis vraiment ouverte à partager là, avec vous à partir de tout ça. Justine, un immense merci à toi. Je vais à cet endroit-ci d'abord arrêter l'enregistrement